Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo des rêves. Alors, vous avez peut-être déjà regardé la capsule qui concerne le sommeil et je vous ai dit que le sommeil, ça avait mis longtemps avant que ce soit étudié. Ce n'est pas du tout le cas des rêves. Les rêves ont toujours intrigué les humains. Il y en a qui disent que peut-être même l'homme préhistorique dessinait ses rêves dans les cavernes, ce serait ça les peintures rupestres. Je n'irai pas jusque-là, mais on sait que les grands philosophes de la Grèce antique ont essayé d'analyser les rêves. Le rêve on le voit dans les livres religieux, c'est un message divin, les chamans analysent les rêves, etc. Donc le rêve fait partie de la vision humaine, des tentatives d'interprétation depuis très 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 longtemps, à la différence du sommeil. C'est intriguant, inquiétant, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc il y a une grosse partie de mystère qui a toujours intéressé l'être humain. Alors je vais parler un petit peu des rêves et puis des photos. Je ne vais pas revenir, surtout il y aurait beaucoup à en dire, mais comme je vous l'ai dit précédemment, dans l'Antiquité, on s'est déjà intéressé. Alors je vais prendre trois grands noms. Hippocrate, hein, le père de la médecine, s'est intéressé au rêve. Pour lui, le rêve pouvait servir d'élément diagnostique. Donc au travers du rêve, il pouvait essayer d'en déterminer le diagnostic des maladies de ses patients. Platon, dans son livre qu'il a appelé La République, a commencé à voir qu'il pouvait y avoir des émotions peut-être un peu brutes qui n'étaient pas canalisées au niveau du rêve. C'était quelque chose de, de brut, un peu de non canalisé. Et puis Aristote, enfin, qui lui a vraiment travaillé, il a amené des concepts qui sont encore d'actualité un petit peu sur le rêve, que notamment, on voyait que pendant le rêve et le sommeil, il y avait une diminution de, des stimulations de l'extérieur et que par contre, hein, on se repliait sur soi-même, on avait plus une vie endogène importante, etc. C'est tout ce que je vais dire sur les grands chercheurs de l'Antiquité. C'est très, très rapide, mais ce n'est pas l'objet, je pense. Au 19e siècle, il y a eu quelques théories, quelques hypothèses qui sont arrivées, mais ce n'est pas considéré comme étant une période riche en ce qui concerne les informations qui ont trait au rêve. Pardon. Alors, on va parler de l'hypothèse de la continuité, qui est probablement la plus grosse des hypothèses qui a émergé à ce moment-là, puis qui a continué. Ce qui est une hypothèse qu'on a maintenant. J'en ai parlé un petit peu pour le sommeil avant, où je disais qu'on a créé une continuité entre la vie éveillée et la vie endormie. Hein, donc, entre la veille et le sommeil, il n'y a pas une coupure, une opposition, mais une continuité. Mais on a un petit peu la même chose avec le rêve et le sommeil. Est-ce que le rêve était une partie du sommeil très spécifique opposée au rêve déconnecté, ou est-ce qu'il y avait une continuité? Donc, au 19e, on a émis l'hypothèse, puis comme je vous le disais, on l'a gardée jusque maintenant, du fait que il y avait une interrelation entre le sommeil et les rêves. Alors bien sûr, celui qui a énormément marqué les connaissances sur le rêve ou les informations, c'est Freud. Alors, le cours, c'est plus de la psychologie expérimentale, donc je ne vais pas m'attarder beaucoup plus que ça sur Freud, parce que vous allez le voir probablement plus dans la partie du cours qui aura trait à la psychologie appliquée au niveau de la clinique. Mais bon, en termes de sommeil, donc Freud a eu, au travers de la psychanalyse, a eu un impact énorme sur le rêve. Il a parlé du rêve comme étant une mise en scène des pulsions les plus brutes, les plus archaïques de l'être humain, comme les pulsions sexuelles, les pulsions agressives, qui étaient mises en scène dans le rêve, qui devenaient acceptables parce que déguisées, il y avait tout un travail au niveau du rêve, donc il y avait des symboles, de la condensation, des déplacements, il y avait un travail qui était fait sur ces pulsions auxquelles on ne peut pas avoir accès dans l'inconscient de façon directe, mais au travers du rêve, et parce qu'ils étaient déguisés dans le rêve, on pouvait y avoir un accès. De là, il est arrivé à la notion, le rêve est le gardien du sommeil. Ce en quoi on peut être un peu d'accord, même en psychologie expérimentale, parce que quand il y a des stimulations externes qui pourraient éventuellement réveiller
la personne, ben, ils sont incorporés dans le rêve, on le verra probablement tout à l'heure, et par cette incorporation, ben, ça permet à la personne de rester endormie. Donc ça, c'est déjà une notion que Freud avait amenée, le rêve comme gardien du sommeil. Lui, c'était peut-être pas en fonction des informations externes, mais plus des informations endogènes, internes, des pulsions. Le déguisement des pulsions au travers du rêve permettait à la personne de rester endormie. Et donc, il va parler du rêve de deux façons. Il va parler du contenu manifeste et du contenu latent. Le contenu manifeste, c'est le rêve lui-même. C'est le rêve qu'on va donner sans travailler dessus. Et le contenu latent, latent qui est en dessous, qu'il va falloir faire émerger. Donc, il va falloir faire parler de la personne pour essayer d'interpréter le rêve et en ressortir le contenu latent. Et c'est sur le contenu latent que Freud va travailler. Alors, dans les périodes modernes, il y a eu tout un tas d'hypothèses. Je ne vous les donnerai pas toutes parce qu'il y en a énormément. J'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, il y a beaucoup de liens entre le rêve et la mémoire. On a eu des expériences qui ont été faites chez les animaux où on montre que si on fait apprendre à un animal, donc il est obligé de mémoriser, ben on va voir son taux de sommeil paradoxal augmenter. Je ne peux pas parler de rêve chez les rats parce que c'est assez difficile de savoir si le rat il a une activité onirique, mais si je prends le sommeil paradoxal, donc cette particularité du sommeil que je peux reconnaître au niveau de l'EEG et qui souvent sont le support de rêve, et ben, chez les rats, chez les chiens, chez tous les animaux testés, on s'aperçoit que quand il y a beaucoup d'apprentissage, on voit une augmentation du rêve. Chez l'humain, c'est la même chose. Quand on fait faire des exercices, beaucoup d'informations, on voit qu'il y a une augmentation de la quantité des rêves. Donc, pour beaucoup de chercheurs, le rêve et la mémoire auraient deux liens. C'est que le rêve permettrait de rendre plus efficace la mise en mémoire de certaines informations, donc la consolidation mnésique, et également le rêve permettrait de nettoyer la mémoire, c'est-à-dire permettrait d'évacuer des informations qui ne seraient pas super importantes, puis qui ne seraient peut-être pas utiles à garder en mémoire à long terme. Le rêve aurait aussi une fonction d'ajustement psychologique, donc on pourrait gérer un petit peu nos humeurs au travers du rêve, donc essayer d'évacuer notre stress, d'évacuer nos peurs, nos frayeurs au travers du rêve. Une fonction cognitive, donc le rêve serait une machine à traitement de l'information et donc ça permettrait de traiter de l'information selon le schéma cognitif. Et puis la dernière théorie qui est un petit peu à part, qui est la théorie neurobiologique, où certains disent que le rêve finalement, c'est pas grand-chose. Le rêve, c'est simplement une espèce de lien qu'on va faire entre des stimulations dans le cerveau qui sont complètement aléatoires. Donc pour cette théorie-là, évidemment, ça ne sert à rien d'analyser le rêve parce que eux, ils disent qu'il y aurait des inputs sensoriels qui seraient pris en compte, mais qui activeraient différentes parties du cerveau. Donc ça activerait différentes mémoires, ça activerait différentes émotions. Et le travail du rêve, ce serait d'essayer de faire une histoire au travers de tout ça. Puis eux, évidemment, disent que c'est pour ça que le rêve est complètement bizarre parfois, puis que ça part un petit peu dans tous les sens. Pour toutes les autres hypothèses dont j'ai parlé, on a des preuves, bien sûr, mais en plus, à ce moment-là, le rêve a un sens dans ces hypothèses-là, ou que ce soit la mémoire, l'ajustement psychologique, etc. Donc, ça vaut la peine d'analyser les rêves ou d'étudier les rêves parce qu'ils ont un sens, mais pas pour la théorie neurobiologique. Alors, est-ce qu'on peut donner une définition rêve? C'est assez difficile. En général, ce qu'on va dire, c'est qu'une espèce d'histoire construite avec un début, un milieu, une fin, mais qui n'est pas une histoire comme les histoires qu'on peut se raconter dans la vie de tous les jours. C'est une histoire qui est un petit peu bizarre, loufoque, avec des événements qui se suivent pas forcément. Il y a des sauts, etc. Il y a tout un tas de bizarreries. Il y a tout un tas de choses qui ne sont pas possibles à l'éveil, mais qui vont être possibles au niveau du rêve. Donc, une espèce de contenu onirique un petit peu fantasmagorique. Ça, c'est les rêves populaires, c'est les rêves classiques qu'on appelle des fois, c'est des rêves qu'on va trouver en sommeil paradoxal. Mais on a aussi défini des périodes où la personne ne faisait pas un rêve en tant que tel, on va parler de réflexion, et où à ce moment-là, la personne va plus avoir des images en noir et blanc plutôt qu'en couleur dans le rêve, va plus avoir des sensations, des images très, très frustes, figées, pas beaucoup de mouvement,
Et à ce moment-là, on parlera plus de réflexion. Et ça, on va les trouver plus dans un sommeil lent, léger, probablement le sommeil de Donc, en 2012, le docteur de Conin, qui était un grand chercheur en sommeil à l'Université d'Ottawa, a fait un petit schéma qui peut avoir l'air complexe, là, mais qui permet de recenser toutes les activités cognitives que la personne peut avoir pendant la nuit de sommeil et à quel moment. Donc, vous voyez de façon sous-jacente, un petit peu en bleu ici, on a l'hypnogramme qui est tracé, donc avec le sommeil lent, léger de stade 1, de stade 2 et de stade 3, donc le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Donc, ce que je vous montre ici avec la flèche, ce sont les périodes de sommeil paradoxal. Donc, évidemment, pendant les périodes de sommeil paradoxal, c'est là où on va trouver les rêves classiques, les rêves vivaces, colorés, avec beaucoup de bizarreries. C'est là aussi où on trouve les rêves lucides et les cauchemars ou les mauvais rêves. Mais on voit un petit peu partout qu'il y a d'autres activités qu'on va retrouver à l'extérieur du sommeil paradoxal. Donc, en début et en fin de nuit, on va avoir des espèces de rêveries, un petit peu quand la conscience part un petit peu comme ça sur des pensées qu'on a avant de s'endormir, et même chose pour le réveil. Donc, on va parler de rêveries hypnagogiques à l'endormissement, et de rêveries hypnopompiques au réveil. Mais on veut aussi avoir toutes les réflexions et pensées dont je vous parlais tout de suite. Donc, ils ne sont pas du tout aussi vivaces, aussi colorés que les rêves classiques, qui sont plus des images en noir et blanc, pas de mouvement, etc., qu'on va retrouver, vous voyez ici, soit en sommeil lent profond, soit en sommeil de stade. Et puis, les terreurs nocturnes qui arrivent dans la première partie de la nuit en sommeil lent profond, qui sont très différents des rêves, mais qui peuvent avoir de temps en temps un contenu onirique. Et bon, il a fait une deuxième subdivision, je vais passer un petit peu là-dessus, mais les rêves ou rêveries ou réflexions qui vont avoir lieu en début de nuit vont être basés sur ce qu'on appelle le passé récent, donc sur les informations de notre vie éveillée, mais qui sont assez récentes, de la journée d'avant généralement. Et les rêves beaucoup plus construits, donc souvent les cauchemars ou les rêves qui vont avoir lieu en sommeil paradoxal, eux vont être basés plus sur un passé lointain, donc sur des mémoires qui sont déjà emmagasinées au niveau du cerveau. Alors, on fait des rêves et on se rappelle des rêves, mais c'est un petit peu difficile parce que pour se rappeler d'un rêve, il faut réveiller la personne. Donc là, il y a toute une espèce d'ambiguïté à ce niveau-là, de variables confondantes. C'est que la seule façon de pouvoir accéder au rêve d'une personne qui rêve, du rêveur, il faut qu'il puisse parler. Et s'il doit parler, il faut que je le réveille. Donc, on a vraiment une variable confondante, c'est qu'on ne va pas avoir on ne va pas réussir à extraire l'information du rêve au moment où ça se produit. Il va falloir faire changer la personne de niveau de vigilance, de passer du rêve à l'éveil pour que la personne puisse nous rapporter son rêve. Donc, soit on attend le rêve du matin, puis on croise les doigts pour que la personne s'en rappelle, soit, on le verra un petit peu plus tard, dans des procédures expérimentales, on va réveiller la personne à partir du moment où on va voir qu'elle se met en sommeil paradoxal. Et l'autre petit problème qu'on peut avoir, c'est qu'il faut que la personne ait accès au langage. Donc, difficile d'avoir accès au contenu onirique, au contenu des rêves des enfants, par exemple. Donc, un enfant, avant qu'il puisse verbaliser correctement, c'est difficile de savoir... c'est pas difficile de savoir s'il rêve, parce qu'on peut mettre des électrodes puis aller chercher le sommeil paradoxal, mais c'est difficile de savoir à quoi ils rêvent. C'est quoi le contenu onirique des enfants avant d'avoir une capacité explicite de langage. On sait que quand on réveille la personne pour qu'elle nous raconte son rêve, on a tout un tas de contingences qui peuvent améliorer ou pas le rappel du rêve. Donc, il y a l'état dans lequel. Donc, si je veux que la personne me rappelle, se rappelle et me raconte un rêve plutôt classique, vivace, etc., je vais la réveiller pendant du sommeil paradoxal. Si je la réveille en stade 2, j'ai peu de chances qu'elle ait ce genre de rêve. Par contre, si je veux plus avoir accès à des contenus de réflexion, je vais la réveiller en sommeil de stade 2. Donc, le rappel du rêve
la qualité du rappel du rêve va dépendre de l'état dans lequel la personne allait au moment du rêve et au moment de la réveil. Le type de mémoire, est-ce que j'interroge la personne tout de suite, auquel cas elle va fonctionner en mémoire à court terme, ou est-ce que je laisse passer du temps, puis à ce moment-là, il va falloir que le rêve soit mis en mémoire à long terme. Est-ce qu'il va y avoir des pertes entre les deux? Je ne sais pas, le passage du temps, c'est un peu ce dont je parlais, hein. Plus je laisse passer de temps, plus il va y avoir de pertes, plus il va y avoir de reconstruction. La conscience va essayer d'éluder un petit peu toutes les bizarreries, ou en tout cas de minimiser. Il y a tous les phénomènes d'interférence, hein. C'est que, par exemple, je me réveille le matin, je me rappelle de mon rêve, tout va bien, et puis avant que j'ai eu le temps de le noter ou quoi que ce soit, paf, arrive ma plus jeune, maman, j'ai vu terminé, mon rêve n'est pas passé en mémoire à long terme, puis j'ai perdu l'essentiel de mon rêve, donc là j'ai eu un phénomène d'interférence. Même chose, si on réveille la personne par son prénom, puis si on l'appelle par son prénom, le prénom peut s'incorporer dans le rêve, puis peut changer un petit peu le rêve. Et puisque, en général, quand on réveille la personne, elle va donner un petit peu son rêve en mémoire à court terme, on va avoir l'effet primauté-récence que vous avez déjà vu ou vous allez voir. Là, je ne sais plus où est-ce qu'on en est au niveau du cours, dans le cours justement sur la mémoire. Donc, on sait que cet effet primauté-récence, il est valable sur plusieurs choses, y compris sur le rêve. Qu'est-ce que ça veut dire, cet effet-là? Ça veut dire que ça survalorise, il y a une surreprésentation des informations du début du rêve et de la fin du rêve. Du début, parce que quand on se les répétait, on a fini par enregistrer en mémoire à long terme ces informations-là. De la fin, parce que c'est encore très frais en mémoire à court terme. Puis c'est le milieu qui est un peu perdu. Donc on va souvent tendance à avoir une surreprésentation de ces deux parties-là, puis on va les coller ensemble. Et l'hypothèse de la salience qui dit que plus un rêve est complètement bizarre, fou, coloré, etc., plus j'ai de chances de m'en rappeler. Si je rêve de quelque chose de banal, de plate, et puis qui ne va pas frapper mon esprit, ma mémoire non plus ne va pas la frapper, puis à ce moment-là, je m'en rappellerai probablement beaucoup. Alors, on veut étudier le rêve, on va se doter de méthodes. Alors, la méthode d'étude des rêves va dépendre de ce pourquoi on veut étudier le rêve. Donc, j'en ai listé 4. Donc, il y a la relation thérapeutique, ça, c'est plutôt de l'ordre de la psychanalyse. Donc, ça, je vais laisser ça ici, puis vous verrez ça probablement un petit peu plus quand vous verrez la psychanalyse et la psychologie clinique. On peut utiliser un journal de rêve, que ce soit en psychologie clinique ou en psychologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on peut demander à la personne de noter ses rêves tous les jours, de noter certains critères, son niveau de stress, etc., le matin dès qu'elle se réveille. Et à ce moment-là, on va en avoir plusieurs. On va pouvoir faire un suivi avec beaucoup de rêves. Sauf que il faut attendre le rêve du matin, puis il faut espérer que la personne est une personne qui mémorise bien ses rêves, ce qui n'est pas l'essentiel de la population. On peut faire une méthode par questionnaire qui a été utilisée par des chercheurs sur le sommeil de l'université sur le sommeil et le rêve de l'université de Montréal. Je cherche son nom, il ne me revient pas, il va me revenir un moment plus tard. Donc là, on a des thématiques qu'on connaît, puis on va téléphoner aux gens, par exemple, on va faire un questionnaire sur Internet pour les plus jeunes, on va dire, dans les 2 derniers jours, les 3 derniers jours, la dernière semaine, est-ce que vous avez rêvé d'eux? Est-ce que vous avez rêvé d'animaux? Est-ce que vous avez rêvé de manger? Est-ce que vous avez rêvé d'être poursuivi? Donc, on va donner des thématiques qu'on sait qui reviennent, puis on va essayer de voir un petit peu, en fonction de l'âge des personnes interrogées, quelles sont les thématiques qui reviennent. Alors ça, c'est une étude qui peut amasser beaucoup d'informations, mais c'est des informations qui sont assez vagues quand même. Et puis, il y a les études en laboratoire qui sont celles qui rapportent le plus d'informations, qui sont les plus sérieuses parce qu'on va mettre en place un protocole expérimental, mais qui sont aussi les plus difficiles à avoir parce qu'il faut amener la personne au laboratoire, il faut la plugger avec des électrodes, il faut la surveiller. Donc, c'est sûr que c'est des études qui demandent beaucoup d'énergie en termes de personnel et beaucoup de financement aussi pour le laboratoire, le matériel. À l'Université d'Ottawa, il y a un très bon laboratoire de sommeil avec notamment le Dr Stuart Vogel qui fait des analyses à l'Université d'Ottawa. Donc, je vais développer un petit peu ce qui concerne le laboratoire. Donc, je vous ai parlé, il faut un protocole expérimental. On va réfléchir avant de faire venir la personne. On ne la fait pas venir pour rien. Déjà, on va la faire dormir généralement 2 nuits de suite, au moins, voire 3 nuits,
Pourquoi? Parce que quand on met des électrodes sur la tête et qu'on demande à la personne avec des fils qui pendent partout de dormir, ce n'est pas un bon sommeil la première nuit. Hein. La personne a tendance à rester figée, pas bouger parce qu'elle a peur de s'en mêler dans les fils, etc. Bon, après 1 ou 2 nuits, elle s'aperçoit que non, ça ne la gêne pas trop. Puis là, on commence à avoir un sommeil qui est plus naturel. Le stress de dormir en laboratoire, d'être analysé, etc., ça va forcément avoir un impact au niveau du sommeil et des rêves. Donc, en général, on n'analyse jamais la première nuit, parfois pas la deuxième nuit, on va se consacrer à la troisième nuit. Donc, ça, je vous dis, ça demande beaucoup d'investissement financier et humain. On va établir un protocole expérimental, donc on va choisir le moment des rêves. Qu'est-ce que je veux analyser comme rêve et à quel moment je réveille la personne? Combien de temps je laisse passer dans le stade de sommeil avant de la réveiller? Donc, est-ce que j'attends que la personne se réveille spontanément? Dans ce cas-là, c'est pas la peine de la faire venir au laboratoire, elle est mieux rester chez elle. Le rêve du matin, même chose. Je vais choisir le stade du sommeil. Oui, puis si je veux un rêve classique, je vais choisir le sommeil paradoxal. Et bon, la période tonique phasique, je vais passer parce que c'est un peu plus compliqué. Et puis, combien de temps? Donc, dès que la personne se met en sommeil paradoxal, je vais laisser passer combien? Si je laisse passer 2 minutes, je ne vais pas avoir beaucoup de rêves. Je vais laisser passer au moins 5, 10, 15 minutes. Hein, les périodes de sommeil paradoxal peuvent aller dans les dernières jusqu'à 20, 25 minutes, je crois. Donc, on va laisser passer au moins 10, 15 minutes pour avoir quand même le temps d'une bonne construction onirique. Et puis, on va, dans le protocole expérimental, savoir combien de nuits je vais faire. Je vous ai dit, hein, des fois, on fait des nuits où la personne est plus stress. Est-ce que c'est une étude longitudinale? Est-ce que la personne, il va y avoir des études avant et après traitement, etc. Est-ce que j'ai quelques personnes? C'est plutôt une étude, comment on appelle ça, sur un très petit groupe, etc. Ou est-ce que j'ai beaucoup de sujets? Donc, on va analyser tout ça, on va préparer tout ça avant de faire venir les personnes au niveau du laboratoire. Dans un premier temps, quand on a réveillé les personnes, surtout quand on les a réveillées plusieurs fois par nuit, on s'aperçoit qu'on avait plus de contenu onirique, c'est sûr. Et quand on regardait, donc là, vous avez dans la première partie du graphique ici, les rêves avec le pourcentage un petit peu ou la quantité d'imagerie visuelle qui était contenue pendant qu'on réveillait la personne au laboratoire. Et là, vous aviez ce que la personne reportait quand elle se réveillait toute seule à la maison. Au début, on avait fait une moyenne qui devait se situer à peu près ici. Il y a une grande différence, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que ça dépend à quel moment on réveille la personne. Alors, c'est sûr que si on la réveille au début, le début, les périodes de sommeil paradoxal sont courtes, on n'a pas le temps de faire beaucoup de construction onirique, etc. Et là, on est très loin de ce qui se passe à la maison, parce que je vous l'ai déjà dit, puis je vous le redis, à la maison, c'est généralement le dernier rêve. C'est quand on se réveille le matin, le dernier rêve, c'est ça qui va fournir le matériel au contenu onirique qu'on va rapporter comme étant le rêve. Donc, si je regarde dans les laboratoires, plus la nuit passe, plus je me rapproche de ce qui va se passer à la maison. Et finalement, la différence est beaucoup moins grande que ce qu'on pouvait penser. Alors, la différence, c'est qu'ici, il y a des interférences qui peuvent arriver, il y a du temps passé, etc. Il y a peut-être un petit peu plus de reconstruction, alors qu'ici, si le protocole est bien mis en place, on va intervenir très, très rapidement quand la personne est encore dans son lit, puis on va l'interroger, on va l'interroger par interphone. Donc, on voit là qu'il y a beaucoup moins de différence que ce qu'on avait pu penser au préalable. Dans les rêves, on va retrouver des références temporelles. Donc, toutes les préoccupations qu'on a à la veille, puis surtout celles qui sont juste avant le sommeil, ça va être du matériel. On l'a vu tout à l'heure avec le schéma du docteur de Koninck. Hein, les rêves de la première partie de la nuit vont se puiser dans tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc, les pensées juste avant l'endormissement, ça va être des sources importantes pour les rêves, surtout pour ces rêves de début de nuit. Et tout ce qui va être, toutes les mémoires qui vont être activées dans la journée, ça va fournir un petit peu le matériel primaire et prioritaire des premiers rêves. Mais il y a aussi toutes les stimulations qu'on va ressentir, le chaud, le froid, la soif, donc les stimulations externes, les stimulations internes. Donc interne, hein, si j'ai mal quelque part, si j'ai faim, si j'ai soif, tout ça, ça va s'incorporer. Même chose quand on est en grossesse, on s'aperçoit que toutes ces stimulations-là vont être incorporées dans les rêves. On a démontré que, par exemple, si une personne elle est en déshydratation, pas majeure, mais en déshydratation, et qu'elle rêve qu'elle est en train de boire, en général, la quantité d'eau bue le matin, elle est moins importante. Parce qu'il y a eu comme une incorporation
du besoin physiologique et une espèce de compensation. Donc, on parle de certains rêves qui pourraient avoir une fonction compensatoire. Mais les stimulations externes, je vous en ai parlé tout de suite, donc les bruits à l'extérieur, les odeurs, les sensations au niveau des draps, etc. Tout ça, ça va être incorporé et ça va éviter que la personne se réveille. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, on rejoint un petit peu Freud. On rejoint Freud sur ce terrain-là, non pas par incorporation de pulsions, mais par incorporation d'informations internes ou externes pour éviter que le dormeur se réveille. On a également travaillé sur les formes d'incorporation dans les rêves. Donc, on parle d'incorporation assonante, associative de la personne Y. Et puis, je ne vous demande pas de les retenir en tant que telles, mais je vous ai fait des petits schémas. J'ai essayé d'illustrer de façon un petit peu amusante. Alors, une incorporation assonante, c'est quand on va essayer d'incorporer des choses en fonction des sonorités, par exemple. Donc, si je rêve d'une souris sur Mars, ben, je vais prendre les sonorités souris, Mars, et je pourrais très bien rêver d'une souris sur Mars. Bon, vous comprendrez que si vous en êtes arrivé de votre propre souris d'ordinateur sur une barre de Mars, peut-être qu'il y a matière à analyse freudienne. Donc, il y a aussi des incorporations associatives à l'intérieur des rêves. Je vais faire des associations entre certains concepts qui ne peuvent pas être représentés de façon tangible pour pouvoir avoir une représentation dans le rêve. Donc, par exemple, si je rêve à du café, bon, je pourrais rêver éventuellement à quelque chose de très concret, une tasse de café, etc. Mais je pourrais aussi rêver une personne qui est complètement énervée parce que le café a tendance à énerver les gens. Donc, je vais associer les deux et garder que le fruit de l'association. Je peux incorporer la personne, donc ceci est plus facile. Alors, je rêve de Sandrine, bah, c'est Sandrine qui va être représentée dans mon rêve. Ou je peux faire ce qu'on appelle des incorporations directes. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de travail. Je prends un objet, la table, la chaise, puis elle va être directement incorporée au niveau du rêve. Donc, bébé sort du lit, je vais incorporer le bébé et je vais incorporer le lit. On a montré au laboratoire de sommeil à l'Université d'Ottawa que quand les gens venaient pour les premières nuits, si on essayait de regarder un peu à quoi ils rêvaient, ben, on remarquait qu'il y avait beaucoup d'incorporations de laboratoire parce que c'était nouveau, etc. Et ça nourrissait leurs rêves parce que c'était quelque chose qu'ils avaient vu qui était souvent nouveau pour eux. Ils n'étaient jamais allés dans le laboratoire de sommeil et c'était une des dernières choses qu'ils avaient vues avant l'endormissement. Donc, et c'est pour ça qu'on ne veut pas souvent analyser les premiers rêves parce qu'ils sont un peu parasités par le stress, par toute cette activité un petit peu nouvelle. On parle aussi parfois de rêves typiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rêve typique? Les rêves typiques, c'est des rêves qu'on va faire plusieurs fois dans une vie. C'est des rêves qui reviennent chez une même personne, mais c'est aussi des rêves dont les scénarios sont relativement universels. C'est-à-dire que je peux en rêver, mais mon voisin ou mon ami, etc., peuvent rêver pas du même rêve exactement parce qu'il y a une composante personnelle, mais le scénario du rêve, lui, va être le même. Après, il va y avoir des divergences personnelles sur la construction spécifique du rêve. Alors, les rêves typiques, par exemple, vous faire tuer ou tuer quelqu'un, si vous en rêvez, n'ayez pas peur, c'est des rêves typiques. J'ai fait des interprétations qu'il ne faut pas retenir, c'est un petit peu très aléatoire. Donc, ça peut être le désir inconscient de la mort du rival, donc qui remonterait à l'enfance, un petit peu psychanalytique comme interprétation. Le rêve de tomber, qui est assez fréquent, hein, c'est la chute. Alors là, on peut dire, c'est une désactivation des neurones, donc c'est physiologique, on a une désactivation des neurones qui donne cette impression de tomber un petit peu dans le vide. Ça peut être aussi au niveau psychologique, l'angoisse fondamentale de l'être humain, chuter, tomber de son piédestal, etc. Le rêve de perdre ses dents, qui serait aussi un rêve classique. Donc, la chute des dents, dans certaines cultures, ça peut être lié à la mortalité, parce que les personnes âgées vont perdre leurs dents, et donc, à partir du moment où il n'y a plus de dents, on se rapproche de la mortalité. Ça peut être aussi au niveau psychanalytique une espèce de visualisation de l'angoisse de castration chez les garçons. Alors, ça, c'est très freudien. Et j'avais lu quelque part que si ça peut tomber, il y a autre chose qui peut peut-être tomber. Donc, ce n'est pas une interprétation que je retiendrai outre mesure. Le rêve d'Icare, un petit peu celui de flotter, de s'envoler, etc., est assez fréquent. Donc, au niveau physiologique, pardon,
un volet, bah, ça peut être une activation physiologique comme tomber aussi, c'est-à-dire que si la rêve vestibulaire reliée à l'équilibre est stimulée, bah, à ce moment-là, on peut peut-être avoir cette sensation de voler. Ça peut être psychologique, comme voler de ses propres ailes, donc relié plus à l'émancipation. Et au niveau psychanalytique, on pourrait dire que c'est la symbolisation de l'érection pénienne. Donc, je ne vais pas vous les faire tous, là, c'était juste un petit peu pour s'amuser avec des interprétations assez rapides, je vous l'accorde, au niveau des rêves. Je crois qu'on a répertorié 55 rêves typiques, donc il y en a quand même pas mal, et vous les avez donc un petit peu listés ici. Alors, je vous ai dit qu'en recherche, on voulait travailler sur, on a travaillé, pardon, sur à quelle période du sommeil on a le rêve. Donc, on parle de rêve en sommeil paradoxal, on parle de réflexion en stade 2, etc. Mais on voudrait aussi aller chercher le contenu de ces rêves-là. C'est pour ça qu'on a mis au point tous ces protocoles en laboratoire pour réveiller la personne, pour qu'elle nous donne le contenu de ces rêves. Donc là, il y a deux grandes familles. Donc, il y a l'interprétation et l'analyse. Alors, l'interprétation, c'est plus le côté freudien, encore une fois. Hein. Et là, on va traduire le rêve, on va passer du contenu manifeste au contenu latent. Donc, on va interpréter les informations. Donc, je ne vous en parle pas encore une fois et je vous renvoie à la psychologie clinique. Et puis, en psychologie expérimentale, ce qu'on va faire, c'est plus de l'analyse. On va décomposer les séquences du rêve et on va essayer d'objectiver ce qui se passe dans le rêve sans transformer, sans chercher une signification. C'est-à-dire que c'est le rêveur qui va remplir un questionnaire à la fin pour nous dire, par exemple, ah, ben, j'ai rêvé de Zoé, blabla. Ok, c'est qui Zoé? Parce que moi, là, si j'analyse, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est Zoé. Donc, Zoé, c'est ta nièce. Ok, donc quand tu remplis le questionnaire, Zoé, c'est qui? Ta nièce, ta tante, ta grand-mère, peu importe. Donc, on sait le degré de familiarité qu'il peut y avoir avec la personne ou c'est quelqu'un que le rêveur ne connaît pas. Et on va catégoriser les personnages, les objets, les lieux, etc., sans jamais faire d'interprétation. Ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle les analyses normatives des rêves. Et ça a commencé dans les années 50 avec Hal et Van de Castle, qui ont créé une échelle dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui permet de systématiser les informations sans jamais faire d'interprétation et de pouvoir voir est-ce qu'on a les mêmes types de rêves chez les jeunes, chez les ados, chez les personnes, les jeunes travailleurs, les personnes âgées, est-ce qu'on a les mêmes rêves chez les hommes, chez les femmes, etc. Donc, ou au travers des pays, est-ce qu'aux États-Unis, les contenus des rêves sont les mêmes qu'en Europe, ou c'est les mêmes qu'au Canada, etc. Une variable, on a, à l'université, le docteur Deconinck a fait une étude sur est-ce qu'il pouvait y avoir des contenus différenciés sur le rêve des Canadiens anglophones ou Canadiens francophones. Puis, à date, on n'a pas trouvé de différence. Donc, les Canadiens sont tous des Canadiens qui sont anglophones ou francophones. Ça n'a pas un impact majeur sur le rêve, le contenu du rêve. Donc, c'est la technique, pardon, c'est l'analyse de contenu. Donc, c'est très utilisé en recherche expérimentale, etc. Il n'y a jamais une seule personne qui va coder. On va rechercher une validité interjuge. Donc, il y a toujours au moins 2 personnes, puis il va falloir au moins une homologie de 80%. On va se baser sur des catégories qui sont déjà prédéfinies et on va analyser chacun des éléments du rêve en fonction des catégories, puis en fonction des séquences qu'on va avoir déterminées dans le rêve. Donc, comme je vous disais, on va se baser beaucoup sur l'échelle de Hal et Van de Castle, qui sont des Américains qui ont travaillé, et on reprend un petit peu leur grille. C'est une grille qui est énorme, c'est plus un catalogue qu'une grille. Parce qu'il y a 10 catégories, donc on a les personnages, les environnements, etc. etc. Donc vous voyez, on a 10 catégories, mais pour chaque catégorie, par la suite, on va avoir des sous-catégories. Donc, juste pour vous donner un exemple, ça c'est ce qu'on doit faire. Donc si j'ai la catégorie personnage, donc dans mon rêve, Zoé, je vais reprendre Zoé, se promène en compagnie de Michel. Donc voilà, j'ai Zoé, j'ai 2 personnages, j'ai Zoé et Michel qui ne sont pas ensemble. Donc il faut que je dise, est-ce que c'est des individus, des groupes, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont imaginaires, est-ce que c'est des mâles, des femelles, c'est quoi l'identité, donc la proximité que je peux avoir, est-ce que je connais ces personnages, est-ce que je ne les connais pas, et à peu près quel âge, est-ce que c'est des adultes, est-ce que c'est des enfants ou des adolescents.
Donc, on voit que déjà, juste pour les personnages, on a tout un tas de possibilités. Et c'est comme ça pour chacune des catégories. Comme je vous le disais, c'est plus un catalogue. Et on va finir par avoir ce genre de choses. Donc, le rêve va être complètement décortiqué et il va finir dans une grille comme ça, une grille qu'on peut rentrer dans une base de données, ce qui permet d'avoir énormément de rêves et de pouvoir, comme je vous disais, comparer les rêves des femmes adultes aux jeunes filles ou des hommes adultes aux jeunes hommes, des femmes qui ont eu une ou plusieurs grossesses, qui n'ont pas eu de grossesse. Donc, on peut à ce moment-là aller chercher plein de spécificités puis faire des comparaisons. Donc, par exemple, là, le 2, c'est un groupe, le 1, c'est un individu. Donc, là, on a une agression. Donc, on a cet individu-là qui est une femme inconnue adulte qui va agresser une femme connue adulte. Donc, une connaissance du rêveur va être faire agresser par quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et l'agression est de niveau 7, ce qui est quand même assez important parce que je pense que c'est 7 ou 8 degrés l'échelle d'agression. Donc, on est vraiment très fort ici au niveau de l'agression. Donc, je pourrais juste dire ça. Je ne pourrais pas, parce que je ne connais pas du tout le rêve qui a été coté ici, je ne pourrais pas dire c'est quoi la forme d'agression. Est-ce que c'est un viol? Est-ce que c'est un meurtre? Je ne sais pas. Je sais juste que c'est une agression d'une femme envers une autre, 2 adultes à un niveau 7. Et donc, ça va me permettre de pouvoir comparer chez tous les rêveurs combien de fois je vais retrouver ce genre de situation. Donc, je vais finir sur les rêves. Il y en aurait encore beaucoup à dire. J'espère que ça vous aura intéressé, cette capsule-ci et celle sur le sommeil. Je le répète, je l'ai déjà dit, n'oubliez pas que si vous voulez continuer en psychologie, il y a un super bon laboratoire de psychologie expérimentale sur le sommeil et sur le rêve à l'Université d'Ottawa. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous porter volontaire ou faire du bénévolat. Et donc, en conclusion, il faudrait organiser un grand rêve général pour que tout le monde aille mieux. Merci, au plaisir de vous revoir dans une autre capsule.